Salut tout le monde, ici Luciani Libre pour un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani. Et aujourd'hui, on va parler de Crown Jewel en Arabie Saoudite, mais je veux aussi et surtout parler de la différence entre la AEW et la WWE. Et j'ai nommé surtout un commentaire de Chris Jericho quand il a parlé de la différence que les writers font dans leur compagnie. Fait que on se dit à tout de suite après l'introduction. Cause I believe in Joe Hendry. Cause I believe in Luciani. Salut tout le monde, Luciani Libre. Alors, si vous avez regardé hier le Crown Jewel en Arabie Saoudite, c'était le premier de l'histoire parce que Triple H a inventé cette nouvelle ceinture. Non pas pour consolider les titres, mais pour un petit peu départager de qui était le meilleur entre ceux qui avaient les titres parce que on gagne une ceinture supplémentaire, mais on ne perd pas celle qu'on a si on perd le combat. Donc, vous avez probablement suivi ça dans la WWE. Donc, hier, Liv Morgan a gagné, dans le fond, le premier Crown Jewel pour les femmes. Et puis, Cody Rhodes est rendu doublement adoubé par la WWE, poster boy, des poster boys. Il est maintenant le champion de la WWE et le Crown Jewel champion. Fait que je commence avec ça, mais après ça, je veux vraiment faire un aparté sur Chris Jericho dans la AEW qui se prend un peu pour Ben Affleck. Donc, ne manquez pas la deuxième partie de cet épisode. Donc, Crown Jewel, premièrement, moi, je me suis dit, est-ce que je rentre dans la politique ou est-ce que je rentre pas dans la politique? C'est mon podcast, vraiment caliste. Si je veux parler de politique, on va parler de politique. Je sais pas où je me situe encore par rapport au fait qu'une grosse compagnie comme la WWE va dans un pays où les droits de la femme sont pas super respectés, comme l'Arabie Saoudite. Pendant un certain temps, je me demandais comment ils vont faire pour les combats des femmes. Parce que là, il y en a qui suivent la lutte depuis plus longtemps, puis vous avez déjà vu des combats dans la WWE en Arabie Saoudite. Fait que vous aviez déjà la réponse. Moi, je l'avais pas, fait que je l'ai vu hier. Finalement, ils ont couvert les femmes de A à Z avec des one-suits, des bodysuits pour pas qu'on voit le pot. Hein. Puis quand on voyait après ça, quand les femmes gagnaient leur combat, on l'a vu avec Liv Taylor, non, Liv Morgan, excuse-moi. Quand elle a gagné, le monsieur là, de l'Arabie Saoudite habillé avec sa, sa toche blanche, je sais pas comment l'appeler. Il fallait pas qu'il touche à Liv Morgan. À un moment donné, elle est arrivée quasiment pour le saluer, puis elle a fait comme oh no shit. C'est vrai. Eux autres, ils touchent pas aux femmes. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça bizarre un peu. J'aime pas tant ça. Il y a une partie de moi qui pense que, puis c'est sûrement pas la réalité, mais que Rhea Ripley a demandé à ce qu'on dise qu'elle était blessée pour qu'elle y aille pas en Arabie Saoudite. Elle a l'air de quelqu'un pour qui c'est peut-être vraiment une raison pour laquelle elle voulait pas aller parce qu'elle aime pas ça. Mais crime, je mets des mots dans sa bouche parce qu'elle a rien dit tout ça. Mais en même temps, c'est louche là comment ils ont fait Liv Morgan puis Rackwell la battre en dehors du ring juste pour le lendemain sortir une image d'imagerie médicale comme quoi Rhea Ripley elle aurait un orbitre brisé alors que c'est toutes des choses qui sont passées hors ring. Donc, c'est tout scripté, finalement. Fait que pour moi, c'est sûr qu'elle n'est pas blessée, Rhea Ripley. Il y a une raison externe qui fait en sorte qu'elle a pas, qu'elle peut pas se battre en ce moment. Puis ils l'ont camouflé de cette manière-là. Bon. C'est peut-être autre chose. Kim est peut-être enceinte aussi, je ne sais pas, moi. Mais, tout ça pour dire que je me suis dit, ah, tiens, peut-être qu'elle s'est dit, moi, je veux pas y aller là-bas. Fait que, c'est peut-être pas ça non plus. Euh, Donc, j'ai trouvé ça spécial d'avoir... Mais tu sais, c'est toute la dynamique qui est weird, je trouve, un peu. L'aréna était plein. D'un point de vue business, je comprends très bien. La WWE veut des fans de partout dans le monde parce que ça va être payant, puis ça, ils vont s'établir comme le global brand, des global brands dans la lutte mondialement. Puis ça, d'un point de vue business, c'est tout à fait compréhensible. Mais tu sais, d'un point de vue, tenir tête à des pays qui sont un petit peu totalitaires ou qui respectent pas le droit des femmes, je me dis, t'as peut-être
aussi une responsabilité vis-à-vis ça. Fait que je sais pas où vous vous situez sur ça, mais moi, j'étais un petit peu ambivalent. Euh, je sais pas. J'ai pas trippé comme j'ai trippé quand on a montré le Bash in Berlin en Allemagne. Là, j'ai trippé ben raide. Là, hier, j'étais comme... D'un point de vue anthropologue, sociologue, si je trouvais ça pas pire à devoir comment ça allait être en fonction des limites puis des règles locales. Mais en dehors de ça, je pense que j'aime mieux que ce soit ailleurs leur combat puis leur pay-per-view. It is what it is. Euh, donc, Bianca Belair, Jade Cargill ont gardé leur titre. Ils étaient bien mieux parce que c'est les deux meilleures lutteuses, je trouve, en ce moment, les plus entertainants de l'industrie. Euh, pour puis les autres combats, j'en parle pas plus que ça parce que c'était sans plus. C'était sans plus. J'ai trouvé que c'était une much ado about nothing. Hein, je trouvais qu'ils l'ont hypé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce que c'était finalement. Mais bon, ça, dit en passant, screen capture envoyé par mon frère, il y avait, parce que il est toujours présent même quand il n'est pas présent, il y avait des pancartes, en tout cas au moins une pancarte de Joe Henry à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Way to go, man. Say his name and he appears. Joe Henry. Fait que je termine là-dessus pour Crown Jewel parce que je veux passer à la deuxième partie qui, pour moi, est une partie qui est très importante parce que je suis en train de me poser la question, c'est quoi qui fait la différence, puis ça fait des semaines, entre la WWE et la AEW? Pourquoi est-ce que j'accroche beaucoup avec la WWE, pas tant avec la AEW? Pourquoi est-ce que j'accroche avec la TNA, mais pas tant avec la CMLL au Mexique ou la Lucha Libre ou la AAA au Mexique? Qu'est-ce qui fait en sorte que la WWE, à part sa qualité de production, évidemment, parce que je l'ai répété à plusieurs reprises, il y a quelque chose d'autre qu'ils font de mieux. OK? Puis, avec le temps, je me suis dit, d'après moi, c'est le writing. D'après moi, c'est le writing, puis la qualité des scénarios puis des storylines qui font en sorte que tu as envie de revenir puis tu as envie de voir comment ça va se concrétiser. Je me suis dit, d'après moi, c'est ça. Puis, j'ai eu la confirmation, dans un certain sens, que c'était clairement ça, parce que, tu sais, oui, je pouvais moi-même en témoigner, je pouvais voir que j'aimais mieux les storylines de la WWE que celles de la AEW, que je trouvais plutôt non présente, si on veut, alors que la TNA, elle, c'était quand même bien. OK, ils ont des belles rivalités qu'ils mettent en avant d'une belle manière. Puis il y a un deuxième élément que je vais dire à part la suite par rapport à l'âge des lutteurs, mais je vais finir avec les storylines puis la qualité du writing. Euh, j'ai écouté un bout de podcast où c'était Chris Jericho qui était interviewé. Puis on lui demandait c'était quoi la différence qu'il trouvait entre la WWE et la AEW pour avoir lutté pour les deux et être maintenant dans la AEW. Puis bon, il commence en disant qu'il trouve ça bien d'être traité comme un athlète professionnel de haut niveau dans la AEW, contrairement à la WWE où il trouve qu'il était plus traité comme un un contractuel, OK, ce qu'il était, mais on comprend ce qu'il veut dire parce que Tony Khan, le propriétaire de la AEW, un multimillionnaire, probablement multimilliardaire qui a acheté et commencé cette ligue-là, probablement plus pour son plaisir personnel que pour un réel désir de faire du cash avec cette business-là. Ce gars-là, il y a des clubs de soccer, peut-être de rugby, j'ai oublié lesquels, en Europe. Donc, c'est un gars vraiment riche qui aime le sport en général, l'industrie spectacle. Puis ça, d'un point de vue fan, moi, je trouve que c'est positif parce que c'est l'industrie spectacle, c'est du entertainment, comme Vince McMahon l'incarnait si bien dans le fond. Fait que moi, d'avoir un milliardaire qui décide d'acheter une ligue ou d'en créer une, euh, j'ai rien contre ça en tant que tel. Je trouve ça bien parce que ça, quand il y a de la compétition, ça augmente le niveau de qualité du produit. Donc ça, c'est super. Sauf que, néanmoins, la AEW, évidemment, ça fait moins longtemps qu'elle existe, mais tu sais, elle bat un peu de l'aile, si je pourrais dire. On voit dans les événements hebdomadaires
plus que dans les pay-per-view, qu'ils doivent couvrir certaines sections avec des toiles noires pour cacher un peu là, que c'est pas vendu à pleine capacité. Puis ça, regarde, c'est correct, c'est fair play aussi. Sur Reddit, là, il y a beaucoup de tribalisme où ce que les gens sont soit AEW, soit WWE, puis ça s'insulte à qui mieux dire ma ligue est meilleure que la tienne. Ça, je trouve ça ridicule en tant que fan de lutte. Mais néanmoins, en tant qu'observateur, on est capable de voir les différences. Puis ça, je trouve que c'est correct de les relever, les différences, tant que c'est pas pour insulter l'autre à côté. OK? Fait que oui, la AEW a de la misère à remplir les arénas, mais ils ont ce luxe-là, d'après moi, de pas les remplir à cause de Tony Khan et son argent. OK? Contrairement à la TNA qui va louer des plus petites arénas pour pouvoir les remplir pour vrai. Mais ils sont clairement troisième dans la food chain aux États-Unis, parlant de lutte. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à part de ça? Chris Jericho, il disait qu'il était bien traité. Il est traité, des fois, ils vont voyager en avion, payés par la compagnie d'une place à l'autre. L'horaire est beaucoup plus facile. Ils ont pas 1 million de combats par semaine avec, contrairement à la WWE qui, en plus des émissions qui sont enregistrés ont des spectacles à guichet fermé dans des arénas, mais qui ne sont pas télévisés. Donc, la cédule, on en a déjà parlé, est beaucoup plus... elle pardonne beaucoup plus quand tu fais partie de la AEW. Fait que ça, fair play, fair enough, no problem with that. Moi, je suis comme... C'est des bons points. Si j'étais à ta place, je pense que je trouverais que c'est des avantages également. Cela dit, il y a quelque chose qui m'a attiré mon attention puis qui va rejoindre le point principal que je faisais quand je disais que la qualité du writing, c'est ça qui me ramène à la WWE. Chris Jericho a dit la chose suivante. Il dit, contrairement à la WWE où tu as une salle de writers qui te disent qu'est-ce que tu vas dire puis qu'est-ce que tu vas faire puis qui va être ton prochain rival et comment va se dérouler ton feud avec X, Y, Z. Il dit, avec la AEW, t'en as pas vraiment de writers. Il dit, ben, t'en as, mais t'en as pas vraiment. Tu sais, comme Tony Khan, il nous laisse faire pas mal ce qu'on veut. En tout cas, moi, tu sais, je peux arriver avec mes idées puis dire, regarde, j'ai une bonne idée. Puis lui, il va juste regarder ça puis il va me dire, OK, go with it. Tu sais, fait que là, j'ai fait comme, ah, ben, Colin, ça explique, ceci explique cela. Parce que je trouve vraiment qu'il y a une absence au niveau du writing où la qualité est vraiment moins bonne. OK, oui, il y en a un storyline, mais ils sont pas très bien ficelés, je trouve. Fait que là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Colin, ceci explique cela. Si tu laisses tes lutteurs décider de tout, ben, Kim, ça va donner un produit qui est probablement un petit peu inférieur au niveau du writing. Puis là, l'intervieweur dit à Chris Jericho, et puis il est un bon intervieweur parce qu'il lui dit, mais t'as pas un peu peur que ça fasse comme les vedettes d'Hollywood qui, une fois qu'ils sont devenus vraiment big, pensent qu'ils peuvent aussi produire leur propre film, et puis qu'après ça, quand ils produisent leur propre film, ben c'est poche, finalement. Hein? Fait que t'es n'est pas bon réalisateur ou bon writer qui veut. C'est pas parce que tu es un bon acteur que tu vas forcément être t'es un bon lutteur que tu vas être forcément un bon writer, que tu vas avoir des bonnes idées ou des bonnes storylines. Puis c'est pour ça que je dis qu'il il se prend pour Ben Affleck. Je veux dire, c'est les exceptions, eux autres, là, tu sais, les Matt Damon, les Ben Affleck de ce monde qui vont passer de devant la caméra en étant des acteurs extraordinaires à derrière la caméra et devenir des réalisateurs et des auteurs extraordinaires. Ce sont des exceptions. Fait que, pour moi, ça a tout expliqué. Puis tantôt, je roulais sur la route puis je voyais comme un monster truck. Puis j'étais comme... Moi, j'aime ça, les monster trucks. J'aime ça. J'aimerais ça aller... J'ai jamais été en voir en live, mais j'aimerais ça aller voir en live, tu sais. Mais est-ce que j'irais à chaque semaine regarder des monster trucks écraser des voitures? Ben, probablement que non, parce qu'à un moment donné, c'est un spectacle, puis si tu l'as vu, le spectacle, tu l'as vu. Tu sais, tu l'as vu. Fait que s'il n'y a pas rien qui ajoute à ton désir d'aller voir ce spectacle-là, pourquoi tu y retournerais à chaque semaine? À moins que tu sois vraiment un passionné de Monster Truck, au sens où
je sais pas, moi, t'en as un chez vous, puis t'es en train de le tune-up, puis tout ça, fait que là, tu te crèmes, aller les voir chaque semaine, voir les petites différences. Tu sais, mais là, on parle d'industrie spectacle, OK? Je te parle pas de ceux qui trippent, mettons, de NASCAR ou de Formule 1. Là, ça c'est des choses qui sont différentes parce que c'est pas prédéterminé exactement ce qui va se passer. C'est davantage une compétition qu'un spectacle. Mais dans le cas des Monster Truck, moi, j'aurais pas d'intérêt à aller voir à toutes les semaines des Monster Truck. Fait que moi, là, la comparaison que je fais, c'est là parce que la lutte, la lutte, c'est une bébête à part entière qui est vraiment spéciale. Au Musée de la Civilisation à Québec, ils ont en ce moment une exposition sur la lutte. Puis quand je lis le descriptif de l'exposition, je trouvais ça intéressant parce qu'ils disent qu'est-ce que la lutte? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est un cirque? Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est un peu de tout ça? T'sais? Puis la réponse, c'est un peu de tout ça. C'est à la fois du sport parce que ce sont des athlètes, c'est à la fois du théâtre parce qu'ils doivent acter, c'est à la fois du cirque parce que, veux pas, parfois c'est un petit peu burlesque, c'est un petit peu comique et tout ça, et c'est voulu ainsi. Euh, mais pour moi, et c'est un spectacle, mais pour moi, ce que j'apprécie le plus si je devais choisir un de ces éléments-là, en dehors du sport puis des qualités athlétiques des gens, c'est l'aspect théâtre, c'est l'aspect writing, c'est ce qui va me ramener à chaque semaine. Euh, il y a un côté satisfaction et qui ne peut pas être remplacé par voir le dénouement d'un feud, d'une rivalité qui s'est déroulée depuis des semaines et des semaines, avec un powerbomb, avec un German suplex, avec un splash, avec un suicide jump. Toutes des moves que j'apprécie dans la lutte, mais c'est c'est le storyline, puis c'est le acting, puis c'est la façon que ça a été écrit qui va faire en sorte que c'est d'autant plus amusant, satisfaisant et qui va beaucoup plus venir me chercher en tant que fan, en voulant s'exclamer puis cheerer, que de simplement voir une succession de moves difficiles à faire, mais sans storyline. Fait que c'est un peu ça que je trouve avec la AEW, c'est que je vais regarder ça, puis les gars vont être super bons, mais ils vont faire des 619, ils vont faire des sauts, n'importe quoi, ils vont faire des powerbombs après powerbomb, ils vont faire des RKO, puis des name it, là, tu sais. Puis là, tu te crèmes, wow, c'était impressionnant, pareil. Sauf que sans storyline, je reviens à mon analogie des Monster Truck. Je vais dire, OK, la semaine passée, j'en ai vu une quantité de powerbomb puis de German suplex puis tout ça, là, cette semaine. Euh, je veux ça, mais je veux plus que ça. Je veux pas juste ça en tant que fan. Fait que c'est là où la WWE se démarque le plus. C'est, d'après moi, le talon d'Achille de la AEW, confirmé par une de leurs têtes d'affiche qui est Chris Jericho par rapport à comment Tony Khan il gère sa business. Fait que envoyez-y cette vidéo-là à Tony Khan avec des sous-titres. Puis peut-être que s'il veut que sa compagnie lève, il faudrait qu'il engage des writers puis qu'il arrête de laisser ses vedettes décider de qu'est-ce qui va être dans les prochaines semaines. Parce que c'est pas comme ça que tu vas faire des films qui vont être prisés et récompensés par des statuettes. OK? Fait que c'est ça que j'avais à dire. Je voulais aussi parler de la différence d'âge. Puis ça, je pense que je vais peut-être me garder ça pour une autre émission parce que dans la TNA, que j'aime beaucoup, qui est une fois par semaine, le jeudi soir, que j'arrêterai pas d'en parler, avec The Home of Joe Hendry, le writing est excellent, mais il y a une différence aussi, c'est que ils ne misent pas que sur d'anciennes têtes d'affiche qui sont rendues dépasser la fleur de l'âge pour pouvoir promouvoir leur brand. Ils ont leurs propres têtes d'affiche qui sont dans la vingtaine, début trentaine, qui mènent et qui portent le spectacle à bout de bras. Tandis que dans la AEW, il y en a qui disent un petit peu méchamment que c'est la maison de retraite de la WWE. Donc, même si c'est pas exactement ça un pour un, il y a un peu de vérité là-dedans quand même.
Donc, je vais garder ça peut-être pour un autre épisode pour parler de la différence d'âge puis de cette approche-là. En attendant, je vous réinvite sur ma page Facebook pour pouvoir voir les petits clips et surtout les commentaires que je partage à chaque semaine sur les émissions que je regarde de lutte. Donc, Parlons Lutte sur Facebook. Et on se revoit pour un prochain épisode. C'était Shani Roy, a.k.a. Luchani Libre. Merci d'avoir été là.